Chers élèves, bonjour à tous. Ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de première. La dernière fois, nous en étions restés au thème 1, la Terre, un astre singulier, et nous avions commencé l'unique chapitre de SVT dans cette partie qui s'intitule L'histoire de l'âge de la Terre, une Terre qui malheureusement ressemble de plus en plus à ça en ce moment. Je vous laisse retrouver dans votre cahier l'activité 1 qui nous avait permis de voir très rapidement un peu d'histoire des sciences. Vous vous souvenez sans doute de l'évolution du savoir et de la pensée concernant l'âge de la Terre à travers les époques. Une Terre qui, dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, a une existence infinie et qui donc n'a pas d'âge à proprement parler, tandis qu'à partir du XVIIe siècle, on va lui en attribuer un beaucoup plus précis. Cet âge, comme vous le savez, est tout à fait invraisemblable, il est de l'ordre de quelques milliers d'années et découle essentiellement de l'analyse littérale des textes bibliques qui font référence à l'époque. Au XVIIIe siècle, c'est l'avènement des Lumières en Angleterre, en France et ailleurs en Europe. La pensée scientifique, les connaissances gagnent du terrain sur l'obscurantisme, sur la superstition. Et c'est dans ce contexte qu'un dénommé Buffon va contribuer à changer la donne. Alors Buffon, c'est le numéro 1, le premier, ou un des premiers en tout cas, à avoir calculé l'âge de la Terre de manière scientifique. Alors bien sûr, c'est pas son maillot, vous voyez là. C'est celui de Buffon, un joueur de foot qui n'a que peu de rapport avec Georges-Louis Leclerc, naturaliste, philosophe, écrivain, membre de l'Académie des sciences, intendant du Jardin du Roi et qui fut anobli en 1773 avec le titre de comte de Buffon. Donc le gars, c'est pas vraiment le premier venu. Et il a l'idée de modéliser expérimentalement le refroidissement de la Terre. Il part du principe que la planète n'a cessé de se refroidir depuis sa formation, et que si on arrive à déterminer la durée de ce refroidissement, eh bien on a directement accès à l'âge de la Terre, à son âge minimal en tout cas, qui en toute logique devrait être beaucoup plus grand que celui estimé précédemment. Alors ce qui va aider Buffon, ce sont des forges qu'il possède et dans lesquelles on fabrique toutes sortes d'objets en métal, et il va s'en servir pour chauffer au rouge des boulets en fer, des boulets de canon de différents diamètres, et il va ensuite mesurer le temps de refroidissement de ces boulets dont les dimensions sont connues. Il va donc obtenir une série de valeurs qui sera possible de représenter graphiquement et à partir de la courbe obtenue, il sera possible d'extrapoler les résultats à un boulet imaginaire qui ferait la taille de la Terre. Je rappelle, si on arrive à déterminer le temps nécessaire au refroidissement de la Terre, on a une estimation approximative de son âge. Alors encore faut-il connaître la taille de la Terre, ça c'est pas un problème, on la connaît depuis fort longtemps, depuis qu'Ératosthène a réussi à la calculer, avec simplement un raisonnement géométrique, ça votre prof de physique a dû vous en parler. Alors on va assimiler la Terre à une sphère, même si elle n'est pas parfaite, et on va considérer que son diamètre est de 12 748 km, ce qui correspond à 941 461 920 demi-pouces, qui est l'unité employée à l'époque. Bien sûr, cette valeur, vous n'avez pas à la connaître, et vous la trouvez dans le document 2. Alors les données expérimentales de Buffon, les voici. Il y a deux séries de valeurs qui correspondent à deux temps de refroidissement. Alors pour comprendre, je cite un extrait de la procédure. C'est Buffon qui parle. J'ai cherché à saisir deux instants dans le refroidissement. Le premier où les boulets cessaient de brûler, c'est-à-dire le moment où on pouvait les toucher et les tenir avec la main pendant une seconde sans se brûler. Le second temps de ce refroidissement était celui où les boulets se sont trouvés refroidis jusqu'au point de la température actuelle. Alors regardons à présent comment on peut exploiter ces données avec un tableur de type Excel. Alors je vais vous faire une démo avec OpenOffice plutôt, qui est un logiciel un tout petit peu différent, mais qui a l'avantage non négligeable d'être gratuit. Alors là je suis sur le même fichier qui est disponible sur l'ENT, donc je sélectionne les données, je vais construire un graphique en sélectionnant insérer un diagramme, je clique dessus. Je choisis pas cette représentation, mais une qui est plus appropriée, donc un nuage de points typiquement, une dispersion XY, voilà, donc on a des points. Si je veux les relier par des lignes, je clique là-dessus, hop, et je fais terminer. Et là j'obtiens un magnifique graphique que je peux déplacer comme je veux, agrandir, modifier. Et qu'est-ce que j'observe? Ces points s'alignent assez bien sur ce qui ressemble à une droite. Alors, c'est pas tout à fait une droite si on regarde attentivement, mais la tendance est là. L'allure générale ressemble beaucoup à quelque chose de type y égale à x plus b. Alors, on va essayer de
justement de modéliser assez simplement ça avec une régression linéaire. C'est ce qu'on appelle en maths un ajustement affine. Alors, je sélectionne les données qui m'intéressent. Si j'y arrive, c'est toujours un peu compliqué. Je réessaye. Alors, il faut bien se mettre dessus. Voilà. Là, j'ai... Non, pas une seule. Il faut que je les sélectionne tous, comme ceci. Là, j'ai les données en orange. Je fais un clic droit. Insérer une courbe de tendance. Et ici, donc il me propose par défaut une régression linéaire. Parfait. Je peux afficher l'équation, ce qui est bien pratique. OK. Et je vois que mon équation, c'est y égale 53,62x moins 16,13. Alors, je peux faire la même chose pour l'autre série de données. Donc en bleu, qui est le premier refroidissement. Tout à l'heure, j'appelle le deuxième. Même chose, insérer une courbe de tendance, afficher l'équation, et hop, très rapidement, j'ai l'équation de la droite idéale qui passe par tous les points ou qui minimise l'écart entre ces points. Alors, je reviens sur ma présentation. Voilà, avec un diagramme qui est bien mis en forme, avec les titres des axes, les équations des droites, donc qui résultent de la régression linéaire de type y égale à x plus b. L'équation qui nous intéresse, c'est celle qui correspond à la droite orange, c'est-à-dire le deuxième temps de refroidissement jusqu'à température ambiante, puisque c'est lui qui représente le mieux l'état actuel de la Terre. Je vais donc choisir cette équation. C'est la valeur de y que l'on cherche, qui est le temps de refroidissement de la Terre, et donc qui correspond à son âge minimal. Il suffit alors de résoudre en mettant comme valeur de x le diamètre de la Terre, exprimé en demi-pouce, c'est-à-dire 941 461 920. Le résultat est celui-ci. Il s'exprime en minutes, ce qui n'est pas vraiment l'unité la plus appropriée dans ce cas-là. On va donc essayer d'exprimer ça peut-être en années. Alors pour ce faire, je divise par 60 pour passer en heures, puis par 24 pour passer en jours, puis par 365,25 pour passer en années. Le résultat, si j'arrondis un peu, c'est 96 000 ans. Waouh, c'est juste énorme hein, comparé aux 6 000 ans sur lesquels beaucoup s'accordaient précédemment. Alors bien entendu, cette valeur est très inexacte, mais elle a au moins deux mérites. Celui de remettre en cause l'âge biblique de la Terre, ce qui n'est pas chose facile à l'époque, et aussi celui de résulter d'une véritable démarche scientifique, même si celle-ci pose problème par ailleurs. Alors justement, quelles sont les limites de l'expérience? Elles sont nombreuses. Hein. La première tient déjà à la détermination plus qu'approximative de la température. Ici, on n'utilise pas de thermomètre, mais on se contente d'estimer la température au toucher en la comparant à celle d'un autre objet. On a déjà vu plus précis comme méthode. Deuxièmement, la composition des boulets ne correspond pas vraiment à celle de la Terre, hein, même si celle-ci contient quand même du fer. Ensuite, et c'est pas surprenant au vu des connaissances du XVIIIe siècle, un certain nombre de phénomènes physiques ne sont pas pris en compte, qu'il s'agisse des mouvements de convection, donc, des mouvements de conduction, hein, du gradient de température. Les mouvements de convection ne sont pas pris en compte non plus, tout comme la production de chaleur interne. Hein, on n'a aucune idée de ce que peut être la radioactivité à ce moment. Donc tous ces paramètres sont évidemment négligés. On pourrait allonger la liste hein, des biais et des limites, mais on va s'arrêter là et saluer quand même les efforts de Buffon qui sont tout à fait remarquables pour l'époque. Donc il utilise des critères rationnels et en plus il propose un chiffre, hein, ce qui n'est pas ce qu'a fait Edmond Halley, hein, qui s'est contenté juste de choses très vagues, ni James Hutton, qui est également un scientifique très important. Lui c'est un peu le père de la géologie moderne, et lui aussi est en faveur d'un âge très ancien de la Terre. Alors il se base sur des arguments stratigraphiques, dont on reparlera dans une prochaine vidéo, et sur lesquels je vous propose déjà d'avoir quelques informations grâce à une petite vidéo très instructive qui est produite par National Geographic, et dont je vous mets le lien juste après pour que vous alliez le consulter. Voilà, les principaux messages à retenir sont ici. Je vous laisse recopier cette notion soigneusement dans votre cahier à la suite de votre travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer maintenant pour en savoir plus sur James Hutton. Je vous dis à bientôt, bon courage et bon travail à tous.